Avant de retrouver François Bayrou à 20h30 et puis les représentants, 5 représentants de la France Insoumise, on s'arrête quelques minutes sur l'événement international de la semaine. C'était le dimanche 16 avril, le référendum en Turquie. Un référendum sur un projet de constitution voulu par le président Erdogan depuis de longs mois, voire de longues années. Un référendum constitutionnel qui instaure en Turquie un pouvoir super présidentiel, un pouvoir fort, en changeant des éléments clés de la Constitution. Et nous allons en parler avec Nicolas Cheviron, qui depuis plusieurs mois est notre correspondant à Istanbul et dont vous avez pu lire ces derniers jours les articles et les reportages sur la situation en Turquie. C'est une liaison par Skype, nous sommes en direct, donc parfois il se produit quelques petits incidents. Nicolas Cheviron, bonsoir, est-ce que tu m'entends correctement ? Oui François, je t'entends, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Donc ton dernier papier date de lundi, c'était une analyse sur finalement les résultats de ce référendum qui expliquait que le pouvoir d'Erdogan l'avait certes emporté avec 51% des voix, mais que cette victoire était extrêmement courte, a été aussitôt contestée, pas seulement par les partis d'opposition, par toute une série de mouvements, par des observateurs internationaux, où des fraudes importantes sont suspectées. Depuis lundi, qu'est-ce qu'il se passe en Turquie? Quelle est l'ambiance? Est-ce que le pouvoir met en scène sa victoire? Est-ce que dans les médias turcs, qui sont quand même sous le coup d'une répression farouche, on peut débattre de ce scrutin? Oui. En fait, bon, la fraude elle n'est pas exactement une nouveauté. Ça a toujours existé dans des proportions finalement relativement limitées. Cette fois-ci, on assiste à quelque chose visiblement de beaucoup plus important, quelque chose qui a peut-être pu faire la différence dans ce scrutin, qui a pu permettre à M. Erdogan de remporter le référendum. On a des accusations assez sérieuses. On a notamment donc le fait que le comité électoral a décidé en cours de processus, en cours de scrutin, de changer la réglementation et de permettre d'autoriser, de considérer comme valides des scrutins qui n'avaient pas été tamponnés par le bureau, par chaque bureau électoral. Donc la légitimité de l'ensemble du scrutin est véritablement remise en cause. Elle est remise en cause d'abord par les partis d'opposition. Le CHP, le principal parti d'opposition social-démocrate, a déposé des recours en demandant carrément l'annulation du scrutin. Certains élus du CHP poussent pour retirer leurs députés du Parlement. La rue a commencé à se manifester de manière de plus en plus forte, c'est-à-dire qu'on a eu des premières manifestations dans quelques quartiers d'Istanbul, d'Ankara, d'Izmir, à partir de dimanche soir, mais chaque soir, désormais, de nouveaux quartiers sont atteints par la contestation. On a effectivement des rapports qui apparaissent, donc, notamment de l'OSCE, qui dénoncent des pratiques de vote groupé, c'est-à-dire de bureaux de vote qui font des taux de 100% dans certaines régions du sud et du sud-est de la Turquie, de bureaux de vote où on soupçonne effectivement que les gens qui ne sont pas allés voter finalement ont eu un bulletin dans l'urne à l'arrivée. Donc voilà, tout ça crée beaucoup de confusion et de l'autre côté, le gouvernement et le président en fait rejettent ces allégations d'un revers de la main. C'est circulé, il n'y a rien à voir. On a eu droit aux premières arrestations aujourd'hui, plusieurs dizaines de personnes qui réclamaient effectivement l'annulation du scrutin. Des militants plutôt de gauche en général ont été arrêtés par la police à Istanbul et à Izmir. Alors Nicolas, on va. Voilà. Excuse-moi Nicolas, je t'interromps. On lisait dans un de tes derniers articles, l'article de lundi, qu'une responsable turque de l'opposition citait un chiffre, citait le chiffre d'1,5 million de bulletins de vote qui, selon elle, devraient être invalidés et de 2,5 millions de bulletins de vote douteux.
sachant que le pouvoir l'emporte, Erdogan fait adopter son projet de constitution avec 1 million 100 000, pour être très exact, 1 million 100 000 de votes d'avance. Or, on voit que les soupçons de fraude peuvent porter jusqu'à près de 4 millions de votes. Est-ce que ces chiffres te semblent crédibles et est-ce que les recours ont une chance d'aboutir ? Alors, est-ce que les chiffres semblent crédibles ? Pour l'instant, on est un petit peu dans l'inconnu parce qu'on n'a pas de chiffres officiels. C'est-à-dire que le Conseil supérieur de l'élection n'a pas donné de chiffres. Il a simplement dit que le oui, il avait emporté par une majorité. Alors maintenant, on est passé à 1,3 million de voix de différence. Voilà, mais on n'en sait pas plus. Et du côté de l'opposition, effectivement, il y a ce chiffre qui a été avancé en fonction de leur propre base de données, en fait, avec leurs scrutateurs dans les différents bureaux. Bon, voilà, c'est possible, en tout cas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que jamais on a eu des fraudes d'une telle ampleur. Ça paraît indéniable. On a un rapport d'une organisation de civils turcs qui parle de fraude dans à peu près 10 000 bureaux de vote sur 57 000, par exemple. Donc c'est visiblement assez massif. Après, sur les chances de ces recours en annulation ou en invalidation locale de certains votes, il y a très peu de chances que ça se produise. Il y a déjà eu des recours qui ont été rejetés par le Conseil électoral. Et visiblement, ça va continuer comme ça. Il va rejeter systématiquement toutes les demandes. Alors derrière ça, l'autre possibilité, ça serait d'aller devant la Cour constitutionnelle. Mais là encore, les chances d'aboutir sont relativement limitées. Aujourd'hui, un éditorialiste faisait remarquer qu'effectivement, au moment même où les députés du CHP annonçaient qu'ils allaient déposer un recours en annulation du référendum, le président de la Cour constitutionnelle se retrouvait au palais présidentiel en visite auprès du président. C'est finalement une victoire extrêmement courte qui a presque les allures d'une défaite pour Erdogan, non ? Oui, et comme je le notais dans mon article lundi, effectivement, il est apparu très sérieux, il n'est pas du tout en position de victoire. On sent qu'effectivement, c'est une véritable remise en cause de son pouvoir qui a eu lieu dimanche. C'est-à-dire que, arithmétiquement, en fait, on constate que le soutien au non est allé au-delà de l'opposition traditionnelle. Et il a été lâché par une partie, c'est une frange encore minoritaire, mais néanmoins, de son électorat religieux, conservateur, qui a voté cette fois-ci pour le non. Et certains quartiers qui lui étaient totalement acquis, à Istanbul par exemple, comme Üsküdar ou comme Fatih, qui est un quartier très conservateur, ont voté majoritairement pour le non. Oui, alors c'est un des signes de ce scrutin, c'est que toutes les grandes villes turques ont voté très majoritairement pour le non. Un autre indicateur que tu signales, c'est un commentaire d'Abdullah Gül. Abdullah Gül, pour ceux qui suivent la Turquie, on le connaît bien puisqu'il a été depuis toujours un des bras droits d'Erdogan et il a été le président de la Turquie de 2007 à 2014. Or, il n'est pas seulement resté en retrait de cette campagne, mais il n'a pas voulu faire campagne pour le oui et il n'a pas voulu dire ce qu'il votait. Est-ce que ce retrait, cette défiance quasi affichée d'Abdullah Gül, on la retrouve auprès d'un certain nombre d'autres responsables de l'AKP, c'est-à-dire du parti d'Erdogan ? Très clairement, mais alors de manière très voilée. C'est-à-dire que pour l'instant, l'AKP, c'est quand même une formidable machine, c'est une machine à gagner, et personne au sein de l'AKP n'a envie de briser, de casser cette machine. Les plus ambitieux rêvent certainement de pouvoir un jour remplacer Erdogan à la tête de l'AKP. Donc pour l'instant, effectivement, il y a beaucoup de controverses, pas de controverses, il y a beaucoup de ressentiments à l'égard d'Erdogan, parce que finalement, il y a de nombreux politiciens au sein de l'AKP ont été ostracisés, ont été mis de côté, comme Abdullah Gül, par Erdogan, qui ne supporte pas la concurrence, et qui aujourd'hui, effectivement, à titre privé, apparemment, se déclare contre cette réforme qui va donner de larges pouvoirs à Erdogan, mais qui préfère se taire et ne pas encore prendre la tête d'une fronde contre le leader.
Alors, Nicolas, tu as fait un entretien avec deux des figures historiques de l'Association des droits de l'homme en Turquie, une association très puissante et qui a toujours été au premier plan de la lutte pour les libertés individuelles. Et ces deux responsables te déclarent que cette nouvelle constitution, pour eux, c'est simple, elle ouvre la voie à une dictature. Est-ce que tu peux rapidement nous résumer les deux, trois points principaux qui ferait basculer la Turquie dans un régime autoritaire? Oui. Pour commencer, je peux peut-être juste effectivement évoquer la philosophie en fait de cette réforme. L'idée de cette réforme, c'est que le président, il n'y a pas besoin de pouvoir intermédiaire entre le président et le peuple. C'est ce qu'on appelle tout simplement du populisme. C'est-à-dire que le président ayant été élu au suffrage universel, ce qui est une nouveauté en Turquie, il dispose d'une légitimité qui lui est conférée par le peuple et qui lui donne finalement, le peuple lui donne un mandat qu'il exercera comme bon lui semble. Et la démocratie, en fait, se résume à l'exercice électoral. Tous les 5 ans, on élit un président et une assemblée à ses côtés qui a plus une fonction d'enregistrement que de législation. Donc les principaux éléments de cette réforme, c'est d'une part la suppression du Premier ministre et du Conseil des ministres, c'est-à-dire que tout le pouvoir exécutif est concentré entre les mains du président, qui lui-même après nomme ensuite ses vice-présidents, mais qui eux n'ont pas à répondre devant le Parlement comme le faisait auparavant le Conseil des ministres. Donc le Parlement lui-même voit ses pouvoirs de contrôle sur l'exécutif réduits, certaines de ses prérogatives, comme la motion de confiance, la défiance aussi, sont supprimées. Le président obtient des pouvoirs législatifs, c'est-à-dire que jusqu'à présent, le Parlement pouvait déléguer le droit de faire des décrets au président. Cette fois-ci, il aura son domaine à lui, dans lequel il pourra passer des ordonnances sans avoir à demander l'avis du Parlement. Et puis surtout, on a la mainmise aussi sur le judiciaire, c'est-à-dire que le président, à la fois en tant que chef de parti, puisqu'il devient, il n'est plus impartial, il devient chef de parti en même temps, donc via l'Assemblée ou bien de par son pouvoir présidentiel, va pouvoir nommer les juges et magistrats à la tête du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui lui permettra de déplacer à sa guise les juges qui pourraient lui poser problème. Ainsi que la plupart des juges de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Donc, il se garantit une impunité de fait en même temps, puisque les règles pour incriminer le chef de l'État ont été très alourdies, les conditions, et étendues aussi sur toute la durée de son mandat et au-delà, jusqu'à la fin de ses jours. D'accord. Dernière question, Nicolas, et rapidement. Qu'en est-il de la répression et de la répression de l'opposition politique, en particulier du HDP? Le HDP, c'est ce parti de gauche qui était né dans la suite du mouvement d'occupation du parc Gezi en 2013. Le HDP, parti de gauche et parti pro-kurde, et qui, depuis plus d'un an maintenant, est vraiment dans la cible du pouvoir avec un bon nombre de ses dirigeants emprisonnés. Est-ce que ça continue? Est-ce que des procès sont en cours? Qu'est-ce qu'il en est? Oui, alors ça continue. Aujourd'hui encore, une députée du HDP a été placée en détention provisoire, effectivement, pour des liens supposés avec les rebelles kurdes du PKK. Donc elle devient, je crois, la 14e députée du HDP écrouée sur 59. Donc petit à petit, effectivement, ils sont en train les autorités d'Ankara sont en train de tuer ce parti. Déjà pendant la campagne électorale, en fait, le HDP a eu le plus grand mal à mener campagne, et encore plus dans la région où il est le plus fort, c'est-à-dire la région de peuplement kurde dans l'est et le sud-est du pays, où règne un état d'urgence particulièrement fort. Et là-bas, donc, il a été quasiment impossible de faire campagne pour le non à ce référendum. Donc, outre ces 14 députés, on a quasiment la totalité des maires qui étaient acquis au mouvement kurde qui ont été écroués. La plupart des mairies ont été saisies tout bonnement, et donc sont administrées par des administrateurs judiciaires, en quelque sorte, évidemment proches du pouvoir. On a
en ce moment, je crois, 8000 militants de la mouvance kurde qui sont derrière les barreaux. Donc voilà pour le mouvement kurde. Sinon, plus généralement, les purges dans l'administration continuent à un rythme moins élevé, mais néanmoins, on peut s'attendre à ce que ça, après ce référendum, à ce que ça reprenne. On a dans les 120 000 personnes qui ont été virées de leur emploi dans la fonction publique, plusieurs dizaines, disons, d'universitaires qui étaient des signataires d'une pétition pour la paix dans le Sud-Est qui ont été éliminés de l'université. Et puis on a à peu près 50 000 personnes arrêtées. D'accord. Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt. Nicolas Cheviron donc, était en direct d'Istanbul. Il est le correspondant de Mediapart. Vous pouvez lire dans le journal tous ces articles et vous pouvez aussi retrouver notre dossier spécial sur la Turquie, un dossier très complet depuis la tentative de coup d'État qui a eu lieu en juillet 2016.